va savoir à qui nous avons affaire. Quand même. Alors, voilà, vous appelez Colomb-Schneck. Et voilà, et Michael à la parole. Salut. Merci, monsieur. Voilà, chers amis, c'est l'un des... J'ai appuyé, hein. C'est l'un des temps forts de cette deuxième édition du Salon du Livre du Monde Juif, qui rencontre un beau succès, un succès certain. C'est la deuxième édition et nous sommes heureux avec Charles Guy, Youssef Ourizadeh et André Moutot d'avoir pu concrétiser ces différentes volontés et de pérenniser sur la longue durée, grâce aux collectivités, cet événement qui manquait sur la place de Montpellier, une ville qui rime avec culture, avec intellectualisme. Je souhaite saluer la présence du Sept Bourgi, sénateur de l'Hérault, représentant Mme Carole Delga, présidente de la région Occitanie, qui est très engagée pour la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, comme Hussein l'a rappelé d'ailleurs très brillamment hier soir. Racisme et antisémitisme en France et en Europe, persistance de ce que l'on a appelé le nouvel antisémitisme. Pierre-André Taguieff en a beaucoup parlé dans ses ouvrages, Carole Bianco également, on va y revenir, qui est un concentré de judéophobie, de peur des représentants de l'euroséie, d'antisionisme, ce qu'on projette sur Israël parce qu'on peut guère le dire sur le juif, de l'aide de l'Occident, d'idées complotistes. Et avec le renouveau antisémite en France, en Europe et dans le monde, d'une manière plus large dans le monde, beaucoup de juifs hexagonaux quittent la France pour Israël. Et l'histoire démontre que quand les juifs sont forcés à l'exil, un grand malheur s'annonce. Alors, ont-ils tort? Voient-ils dans la montée de nouveaux pays d'un avenir obscur? Le devoir de mémoire est-il impuissant? Et l'historien Lee Barnaby a pu parler de grille de lecture par rapport à la conjugaison de la Shoah. Certains y ont vu un trop plein de Shoah, concurrence mémorielle, on y reviendra vraisemblablement avec nos différents orateurs. Par ailleurs, aux États-Unis, le racisme, dont fait l'objet la collectivité noire d'une partie de la population, semble être une constante. Ségrégation, ostracisme. Et s'il est vrai que c'est dans l'ADN de l'Amérique, pourtant terre d'immigration et de liberté, je rappelle que c'est le premier pays à octroyer les droits égaux à tout un chacun, quelques années avant la France, premier pays pour l'Europe. Si c'est dans l'ADN de l'Amérique que de s'être édifié avec une vision raciale de l'humanité, le multiculturalisme ou l'affirmative action, vision de discrimination positive, a eu le mérite de vouloir, d'essayer de cautériser l'épée d'une certaine Amérique malade du racisme anti-black. Alors juifs comme blacks, comme noirs, continuent pour autant de souffrir souvent de mise à l'index, d'exclusion, de stigmatisation, d'ostracisme. Mais qu'en est-il aux États-Unis? Et on va longuement en parler avec Paul Ajac et Colomb-Schneck, de la solidarité entre les communautés noires et les communautés juives, longtemps exemplaires. Le temps de la concurrence victimaire est-il irréversible? Ces relations de plus en plus fluctuantes sont l'objet d'études de nos différents intervenants dans cette table ronde, tout comme ils tenteront de comprendre les processus de propagation et de contamination et, à défaut d'avoir un vaccin, d'envisager une thérapie à moyen terme. Alors pour ce faire, nous avons une très belle tribune avec de grands intellectuels, des universitaires aussi. J'ai effectivement à ma gauche Paul Ajac, qu'on ne me présente plus, d'une part parce que son nom la précède, elle est très connue dans le monde médiatique, dans le monde littéraire français, connue aussi des participants au Salon du Livre, puisque c'est la deuxième fois qu'elle va prendre la parole. Elle est née en Égypte, elle est devenue romancière, on se souvient qu'elle a eu le prix féminin en 1991, productrice et animatrice sur France Inter, notamment de l'émission Cosmopolitaine. Et parmi ses derniers livres parus, Blooper chez Gallimard, Orient Littérature Jeunesse, elle va en parler, elle parlera aussi de ses autres ouvrages et ce qu'elle a voulu effectivement écrire, conjuguer dans ses écrits. On va rester dans la gentilly avec Colomb-Schneck, effectivement, qui a écrit un très beau livre, Nuit d'été à Brooklyn, qu'elle se fera un plaisir de dédicacer à l'issue de ce débat, qui est journaliste, réalisatrice de documentaires, écrivaine,
et qui restitue dans son roman le plus célèbre, paru en 2012, La Réparation, une partie de l'histoire de sa famille tragiquement disparue à Auschwitz. L'ouvrage qu'elle nous présente, Il était à Brooklyn, rencontre un écho tragique dans l'actualité américaine. Au milieu, bien encadré, Maurice Dorès, effectivement, que nous avons le plaisir d'inviter pour la deuxième fois, si je compte avec l'Institut Maioni, puisqu'effectivement l'Institut Maioni est co-organisateur de ce salon, nous l'avions invité il y a fort longtemps pour parler de la proximité mémorielle judéo-noire, juifs et noirs vraisemblablement, même s'il n'y a pas de hiérarchie, les deux peuples qui ont le plus souffert dans l'histoire de l'humanité. Une belle table ronde avec Jean-Pierre Alali, avec un représentant du CRAN, du Conseil représentatif des associations noires. Il a beaucoup travaillé sur ces deux peuples, juifs et noirs. Il est psychiatre et docteur en ethnologie pour sa formation et il crée en 1969 le service de psychiatrie de la République centrafricaine. Il enseigne au département de psychologie de l'université Paris 5 Descartes, puis au département d'ethnologie de l'université Paris 7. Il a réalisé plusieurs documentaires, dont Black Israël. Il est également membre de l'amitié judéo-noire. Et enfin, à tout seigneur, tout honneur, Carole Yancouf, qui nous fait le plaisir de remplacer au pied levé un autre non moins brillant universitaire, Pierre Birnbaum, qui n'a pu se rendre à Montpellier car il est obligé de rendre un manuscrit en toute urgence. Mais nous ne sommes pas perdants au change, puisqu'il est spécialiste de l'antisémitisme, Carole Yancouf, professeur émérite à l'université Paul Valéry Montpellier 3, spécialiste de l'histoire des Juifs de Roumanie. Il a publié plus d'une trentaine d'ouvrages sur sa communauté d'origine, sur le monde juif contemporain et sur l'histoire de l'antisémitisme, notamment les mythes fondateurs de l'antisémitisme, qui a été réédité récemment. Il est directeur de l'école des hautes études du judaïsme, docteur honoris causa de plusieurs universités roumaines et membre de l'Académie roumaine. Alors on va commencer avec lui, puisqu'il s'agit, on va remonter haut dans le temps, avec probablement la plus vieille haine de l'histoire. Alors Carole, pourquoi, concernant l'antisémitisme, a-t-on l'habitude de parler de plus vieille haine de l'histoire? Merci Michael. Mesdames et messieurs, il faut dire que l'expression la plus longue haine de l'histoire appartient à un historien israélien, Robert Wistrich, que Michael a reçu ici dans le cadre de l'Institut Maioni à plusieurs reprises. Malheureusement, le professeur Robert Wistrich nous a quittés il y a déjà 2 ans et il a écrit un ouvrage capital qui concerne l'histoire de l'antisémitisme dans le monde entier, selon les pays. C'est vraiment un ouvrage tout à fait exceptionnel. Et nous avons à l'Université hébraïque de Jérusalem un institut qui concerne l'histoire de l'antisémitisme. Donc d'abord, l'expression la plus longaine de l'histoire lui appartient. Deuxièmement, pourquoi on parle de la plus longaine de l'histoire? Parce que, effectivement, plus on remonte dans le temps, plus on se rend compte qu'il y a un sentiment d'aversion à l'égard des Juifs. Alors ici, moi, je n'ai pas voulu faire une nouvelle histoire de l'antisémitisme, même si dans mes nombreux ouvrages sur l'Europe de l'Est, j'aborde cette question. J'ai voulu aborder la problématique des mythes, comment ces mythes se recyclent d'une période à l'autre, d'une civilisation à l'autre, et d'où ces mythes viennent. Donc la première question qui peut paraître impertinente, si de tous les temps, dans tous les pays, nous assistons à une haine à l'égard des Juifs, qu'on peut appeler antisémitisme, je reviendrai tout à l'heure sur les termes, peut-être qu'il y a quelque chose chez les Juifs qui engendre, qui donne naissance à cette aversion. La réponse est tout de suite négative. La haine s'est développée à l'égard des Juifs. Elle appartient à 2 types de civilisations. Le christianisme est né du judaïsme. En effet. C'est mieux comme ça? Bon, excusez-moi. Parce qu'effectivement, il y a des Juifs en Inde, et encore aujourd'hui, peu, les Juifs en Chine, donc les Juifs dans des civilisations asiatiques qui sont bien intégrées, qui n'ont pas connu cette aversion et cette haine à leur égard.
qu'aujourd'hui, ou peut-être ça a été importé, mais c'est autre chose. Donc, première réponse, non, l'antisémitisme, la haine à l'égard des Juifs, n'est pas partout et toujours présente. Deuxième question, c'est la question de la terminologie. Je me suis posé la question, nous parlons d'antisémitisme, mais l'antisémitisme c'est quoi? Moi je vous propose une formule mathématique, anti-judaïsme plus racisme. Car effectivement, il y a plusieurs termes qui veulent définir cette haine à l'égard des Juifs. Donc antisémitisme, anti-judaïsme, judéophobie. Les trois principaux termes. Lorsque nous parlons d'anti-judaïsme, c'est une aversion d'intérêt social et religieux. J'ai dit tout à l'heure que l'antisémitisme se développe, l'anti-judaïsme plutôt, donc on ne peut pas parler de l'Antiquité, le terme d'antisémitisme, on ne peut pas l'utiliser pour l'époque antique et médiévale, uniquement pour l'époque moderne et contemporaine. Le terme lui-même, il est né en 1880 dans les écrits d'un polémiste allemand, Wilhelm Marr, la victoire du germanisme sur le judaïsme. Mais pas seulement à cause de ça, mais parce qu'il reflète une autre réalité. Donc dans l'Antiquité, nous assistons à un antijudaïsme religieux et social. Cependant, pour la vérité historique, on peut dire que même avant le christianisme, il y avait, nous avons des exemples d'un antijudaïsme païen, entre guillemets, mais uniquement circonscrit dans 2 siècles avant et 2 siècles après notre ère, et qui concerne effectivement l'ère géographique, l'Égypte, la Grèce et Rome. En d'autres termes, effectivement, cet antijudaïsme peut s'expliquer comme l'hostilité à l'égard des grands empires païens par une minorité qui a inventé un Dieu transcendant et immanent, partout présent et nulle part matérialisé, Dieu qui est l'Esprit. Alors la grande différence entre cet antijudaïsme païen, on le trouve dans certains pamphlets, par exemple même chez Démocrite à propos de l'accusation de meurtre rituel, et ainsi de suite, et l'antijudaïsme dans le monde chrétien, c'est que celui dans le monde chrétien, il est vraiment systématique. Alors, il y a des mythes. Il y a des mythes. Le plus terrible des mythes, c'est le mythe du déicide. D'abord, c'est un terme philosophique, je dirais, grotesque. Comment est-ce qu'on peut tuer un Dieu? Mais laissons tomber cet aspect. Très tôt, les pères de l'Église, déjà au IVe siècle, développent cette idée que les Juifs, effectivement, ils auraient tué leur Dieu, c'est-à-dire le rabbi Jésus de Nazareth. Et on a dû attendre jusqu'en plein XXe siècle pour qu'enfin, effectivement, surtout l'Église catholique, par ses princes, par ses évêques, archevêques, cardinaux, jusqu'au pape, pour qu'effectivement on voit vraiment un changement en ce qui concerne ce mythe, qui est vraiment terrible, le mythe du déicide. Un autre mythe qui s'est perpétué, c'est le mythe du meurtre rituel. Donc, le mythe du meurtre rituel, les premières qui ont souffert de ces mythes sont les chrétiens dans l'Antiquité. On a accusé les chrétiens qu'ils font, pour leurs cérémonies religieuses, ils ont besoin du sang humain. Mais la première accusation de meurtre rituel apparaît au Moyen-Âge, en 1141, dans la ville de Norwich, en Angleterre. On a trouvé une jeune apprentie donc, qui a été tuée, lardée de coups de couteau, et de là apparaît, donc à partir de ce moment-là, cette avabulation comme quoi les Juifs ont besoin du sang chrétien. Et ici, je peux vous donner mon témoignage personnel. Je suis né pas loin de la Transylvanie dont vous avez parlé, et peut-être que je vous poserai d'autres questions. Effectivement, j'avais 8 ans. Mon meilleur copain, c'était fils de paysans pauvres des villages voisins. C'était la fête de la Pâque, de Pessah. Ma mère m'a donné une galette de pain. C'était mon meilleur copain. Je romps la galette pour lui donner un morceau et il me dit, il hésite d'en prendre et il me dit, petit Caroline, il n'y a pas du sang là-dedans?
effrayé, je ne sais pas ce quoi faire, mais j'ai commencé à manger, mais si tu manges, c'est qu'il n'y a rien. Je vais vite à la maison et je dis à ma mère en yiddish, Maman, was ist das? Maman, qu'est-ce que c'est ça? Sie glauben, eux, certains chrétiens, ils croient que nous avons besoin du sang pour fabriquer la matzah, c'est-à-dire la galette de farine et de l'eau. Ça veut dire que dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, je finirai, effectivement, cette légende terrible médiévale était encore vivante. Donc, c'est quelque chose d'irrationnel, mais est malheureusement toujours vivante. Alors, je veux vous dire une chose, cette accusation n'existait pas dans l'islam, juste à un certain moment. Ça existait en terre chrétienne. Mon ami Daniel Tollet a compté pour la Pologne environ 140 accusations de meurtres rituels. Moi, j'ai compté dans ma Roumanie natale plusieurs dizaines. C'est surtout dans l'église orthodoxe, chez les catholiques, les orthodoxes, c'est surtout les moines grecs qui ont introduit l'agent de meurtre rituel dans les Balkans et aussi en Roumanie. Et je disais tout à l'heure qu'on ne trouve pas cette accusation dans l'islam. Il y a d'autres accusations envers les juifs, qu'on falsifie leurs livres, etc. Mais pas celle-là. Jusqu'au jour où, effectivement, grâce aux chrétiens orientaux, cette accusation vient de la manière suivante. Avant, on avait besoin du sang chrétien pour fabriquer la matzah. Maintenant, on a besoin du sang de non-juifs. Et donc, vous pouvez voir, dans mon livre qui s'intitule « Les mythes fondateurs de l'antisémitisme », je ne veux pas prolonger, je vais vous donner la référence exacte, ça s'est recyclé dans le monde arabo-musulman. Et il y a la guerre entre Israël, les pays arabes, Israël et les Palestiniens. On aurait trouvé quelques Palestiniens morts, c'est la guerre, des deux côtés malheureusement. Et non seulement ça, mais ils auraient été trouvés sans une goutte de sang. Et vous avez la référence. Voilà comment un mythe médiéval s'est recyclé et il est devenu un mythe malheureusement actuel. Ensuite, il y a bien entendu d'autres mythes qui se sont maintenus. Eh bien, les Juifs sont dispersés parce qu'ils sont punis. Non seulement ils n'ont pas reconnu Jésus comme leur Dieu, ils l'ont même tué. Alors, ça c'est très facile à démontrer que c'est une mythe, c'est une légende, c'est une fiction, parce que à l'époque où effectivement il y a Jésus, l'immense majorité, donc effectivement, des Juifs, ils vivaient déjà dans la diaspora. Donc les Juifs ne l'ont pas connu, et même ceux qui l'ont connu, parmi ceux qui l'ont connu, il y a eu même ceux qui l'ont adoré sont devenus chrétiens. La première église de Jérusalem, c'était une église de circoncis, effectivement, et par ailleurs, bien entendu, il faut accentuer cet aspect que la majeure partie des Juifs ne l'ont même pas connu, que la diaspora juive donc, existait déjà depuis des siècles, non seulement au Xe siècle en Égypte, mais ce ne reste qu'au 7e siècle, 6e siècle, avec la grande diaspora de Babylone. Voilà, je ne veux pas prolonger parce que je pourrais vous parler 2 heures. Je voulais juste vous dire la chose suivante, que malheureusement, ces mythes fondateurs de l'antisémitisme, il existe jusqu'à nos jours, et j'ai voulu écrire ce livre pour déconstruire un certain nombre de stéréotypes. Les Juifs sont toujours riches, les Juifs sont toujours capitalistes, on a vu ce qui est passé avec l'affaire Ilan à la limite, et ainsi de suite. Mais s'il y a des questions, je pourrais. Voilà ce que j'allais dire très rapidement. Si j'étais un peu long, je m'en excuse, et je vous remercie. Merci Carole. On sent la force de l'enseignant, plus de 30 ans d'enseignement à l'université Paul Valéry. Et effectivement, je reviendrai vers toi pour te poser une question sur le nouvel antisémitisme. Quel regard portes-tu sur ces nouvelles formes d'antisémitisme, dont la première, la plus connue, l'antisionisme, mais pas seulement. Il y a effectivement le trop plein de Shoah, la banalisation de la Shoah, et le négationnisme en vogue dans les années 80. Mais tu as pu décortiquer, démontrer dans ton ouvrage scientifique les différentes phases de cette aversion du peuple à la loi mosaïque, l'antisémitisme païen, l'antijudaïsme chrétien médiéval, l'antisémitisme contemporain, une forme moderne d'antisémitisme, antisionisme et révisionnisme. On va passer à notre ami Paula Jacques, effectivement auteur de nombreux ouvrages qui ont fait référence. Je vous rappelais qu'elle a eu
le prix féminin en 1991. Elle est productrice et animatrice en France, et notamment longtemps sur France Inter. C'est une voix de grande romancière. Et dans Blue Pearl, elle fait vibrer effectivement ce récit. Il y a un souffle romanesque indéniable, inoubliable. Il y est question de droits de l'homme, d'esclavage. J'aimerais qu'elle nous en dise un mot. Puis ensuite, effectivement, je lui poserai une question sur l'Amérique d'aujourd'hui et quel regard elle porte effectivement sur, notamment le terrible assassinat de George Floyd, bien d'autres choses encore. Merci. Alors, voilà, ce que je peux dire, c'est que pour les écrivains, en tout cas, on n'écrit pas un livre par hasard. A priori, moi, pourquoi est-ce que je veux me mettre dans la peau d'une esclave en Virginie pendant la guerre de sécession, ça paraît bizarre. Mais en fait, non, pas du tout, parce que, voilà, ce qui se passe, c'est que ce thème de l'esclavage, qui paraît incongru pour moi, il m'a été donné comme un cadeau du ciel. Je vous explique très vite. Je termine un moment et comme toujours, je suis très déterminée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis... ma vie ne sert plus à rien. Si je ne trouve pas une idée, c'est horrible. Et puis il y a une amie qui m'invite à aller voir une expo qui s'appelle Black Dolls à Paris. Et c'est une extraordinaire expo de poupées noires faites par des esclaves noirs aux États-Unis pendant 3 siècles. Et ce sont des poupées fabriquées avec un petit bout de rideau, une chute de sac de céréales, n'importe quoi, mais avec des expressions tellement extraordinaires. Elles représentent toutes les catégories d'esclaves sur une plantation. Par exemple, la domestique qui est mieux traitée que l'esclave des champs, le poupon qui vient de naître. Et je suis absolument bouleversée par cette expo, parce que je vois des choses, des figures. Par exemple, je serais marquée par un poupon tout noir, il est tout nu, il vient de naître. Et la couturière de génie lui a dessiné une larme rouge qui coule de son œil jusqu'au bas du menton. Et je sors de là et je suis tellement émue, je dis à l'ami qui m'accompagne, je vais écrire un livre là-dessus. Je me dis, mais arrête, qu'est-ce que tu racontes, tu viens de voir cette expo. Bref, je rentre chez moi et je commence d'abord à faire des recherches un petit peu quand même, et je me mets à écrire ce livre avec une facilité incroyable, et je me mets vraiment dans la peau de... Ça commence par l'histoire d'une très très vieille dame noire. On est en 1926, elle est à Washington, et elle reçoit la visite d'une dame blanche très riche, une collectionneuse, qui lui dit, voilà, votre mère esclave était une très belle couturière de poupées, est-ce que vous avez une poupée à me vendre? Et la vieille dame est absolument outrée, parce qu'à cette époque, c'était les êtres humains qu'on vendait, qu'on achetait, et tous les souvenirs remontent. Et donc, à partir de là, le livre est écrit sur deux tonalités. Il y a d'une part le regard d'enfant, c'est-à-dire que mon personnage, Lizzie, se place à hauteur d'enfant, elle a 10 ans au moment où l'histoire commence sur la plantation. En même temps, il y a la sagesse de la vieille dame qui a compris ce qu'elle ne comprenait pas sur l'heure. Donc, j'ai vraiment l'impression d'écrire ce livre avec la vieille dame perchée sur mon épaule et qui me dicte ce livre. Et après la réflexion, je me suis dit, cette facilité, c'est qu'au fond, ce thème, je le porte dans ma chair. C'est-à-dire que, d'une manière générale, en voyant ces poupées qui représentaient la souffrance des esclaves, je la ressentais dans ma propre chair. Et pourquoi? À cause de l'histoire des persécutions des Juifs à travers les siècles. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un sujet qui coulait de source, mais je ne le savais pas. Et évidemment, au cours de ma carrière et de ma vie militante, j'ai lutté contre le racisme, etc. Et après ce livre, de fil en aiguille, comme qui je dirais, là maintenant je suis en train d'écrire un livre qui se passe à New York en 89 et qui met en scène à la fois des juifs orientaux d'Égypte qui à peine débarqués aux États-Unis, et c'est le cas de 800 familles juives égyptiennes, vont devenir ultra-orthodoxes, cette espèce de mystère. Et donc je décris ces gens-là qui adoptent une religion en quelque sorte inconnue. Et puis également je parle du racisme noir, anti-noir, parce que j'ai choisi une époque où se passe à peu près ce qui s'est passé avec George Floyd. Ce sont des situations récurrentes aux États-Unis. Un jeune homme noir vient d'être massacré, New York est à feu et à sang, et précisément, il y a pour la première fois un maire noir qui se présente à la ville. Mon histoire, c'est une journaliste qui est là pour interviewer Toni Morrison, la très du lapin, et elle va rencontrer un écrivain juif, Ashkenaz, qui a horreur des ultra-religieux, qui les bime, qui les déteste. Elle va à la rencontre de sa famille, parce qu'il est arrivé un drame à son oncle. Et cet écrivain juif est en train d'écrire un livre sur
confluence, divergence entre les juifs et les noirs. En somme, c'est un livre sur les deux stigmatisés de l'histoire qui se sont tellement bien entendus pendant la période de l'esclavage. Par exemple, il y a beaucoup de juifs libéraux qui défendaient, qui abritaient les esclaves et qui étaient abolitionnistes. Et puis au moment de la lutte des droits civiques, comme vous le savez, les juifs se sont beaucoup engagés, il y a eu des victimes. Mississippi Burning, vous avez tous vu ce film, c'est un bon. Bref, voilà. Donc, si vous voulez, de fil en aiguille, je rejoins, sans l'avoir voulu, une thématique très personnelle finalement, sur un autre continent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Enfin, bon, je reviendrai l'année prochaine, j'aurai terminé le livre et vous en direz davantage. Volontiers. Bon, alors on va revenir à Blue Pearl. Voilà, donc Blue Pearl, je peux en parler un peu? Bien sûr. Voilà. Donc je suis partie de l'histoire de ma vieille dame élevée sur une plantation dont le maître était ni très mauvais ni très bon, mais passable par rapport aux autres maîtres de la région, c'est-à-dire qu'il considérait un peu ses esclaves comme appartenant à l'espèce humaine, il ne séparait pas les familles, il ne vendait pas les enfants, etc. Et il leur permettait d'aller à l'église et d'acquérir une religion. Et ce cas, c'est qu'il fabriquait des bâtards à la pelle, évidemment. La moitié des esclaves, des enfants sont probablement ses enfants. Il y en a tellement qu'ils ne savent même pas leur prénom. Et donc, la mère de Lizzie, elle a été raptée en Afrique. Et elle a beaucoup souffert, elle est un maître abominable avant. Et quand elle arrive sur cette plantation, elle est choisie, elle est très belle. Elle est choisie pour être cuisinière de la grande maison. Et donc, c'est un statut formidable. Elle mange à sa faim. Sa fille n'est pas obligée d'aller au champ. Et la fille, son seul devoir, au fond, c'est de tenir compagnie à la petite maîtresse blanche. La petite maîtresse blanche, qui est une petite blanche capricieuse, pas trop mauvaise, elle joue un petit peu avec Lizzie enfant, jusqu'au moment où la petite maîtresse contracte la polio, parce que la Virginie, c'est une région de marais, avec beaucoup de moustiques. Et elle n'en meurt pas, mais elle reste boiteuse, et à partir de ce moment-là, c'est terrible, parce que elle dégage toute sa souffrance et toute sa haine en se vengeant sur la petite esclave Lizzie. Bref, ça, ce sont les péripéties. Donc, Lizzie reçoit une poupée fabriquée par sa mère, qui fabrique des poupées magnifiques. C'était très important, la fabrication des poupées sur les plantations, parce que celle qui savait fabriquer des poupées, d'abord, ça pouvait servir de monnaie d'échange. On pouvait échanger une poupée contre un poisson qu'on a été pêché, contre un œuf qu'on fabrique. Ça servait aussi de rite funéraire. C'est-à-dire que les esclaves, les couturières, plaçaient toujours une poupée dans le cercueil du mort, dans le cimetière des Noirs qui était séparé du cimetière des Blancs, pour accompagner le mort dans son voyage. Bon, je vous la fais très très courte. Là-dessus, Abraham Lincoln est élu, et le Sud s'effraie. Qu'est-ce que c'est que ce salopard, cet amoureux des nègres qui veut faire nos égaux, qui prennent nos terres et qui donc obèse de femmes. Bref, ils partent en guerre contre l'Amérique du Nord, la fleur au fusil. Et la guerre va durer 4 ans. Et le patron, le maître, s'en va. Et à ce moment-là, c'est le régisseur de la plantation qui prend possession de la plantation. Et le sort de Lizzie et de sa mère devient abominable. Bref, la mère et la fille, un autre esclave, s'enfuient pour rejoindre le Nord. Et à partir de là, je me suis marrée parce que c'était vraiment. J'ai l'impression d'un film de Jack London, qui se bat contre les éléments sauvages, les crocodiles, les ours, et surtout les chasseurs de nègres lançaient leur poursuite. Bon. Donc voilà l'histoire. C'est comment c'est équipé à travers l'Amérique pour passer de l'État esclavagiste à Washington. Je ne vous en dis pas plus. Et c'est une histoire qui se termine de manière un petit peu très politiquement incorrecte, mais vous en jugerez vous-même. Et alors, voilà, donc j'ai écrit cette histoire, je vous dis, j'ai beaucoup de mal à écrire des romans adultes. Je travaille, j'en ai 3-4 ans, et là, ça coulait tout seul. Et j'en ai été très très heureuse. Et de fil en aiguille, évidemment, donc je suis encore retournée aux États-Unis, cette fois-ci pour aborder le problème de cause commune ou divergence juif et noir. Merci Paula Jacques, on reviendra vers vous pour les questions, bien évidemment, sur la société américaine d'aujourd'hui. Le public vous questionnera également, et d'ores et déjà, on prend rendez-vous, n'est-ce pas, monsieur Eppi, avec vous pour l'année prochaine, pour cette 3e édition, autour de votre prochaine publication que vous allez donc commettre. On va rester donc effectivement dans la gente féminine ashkénaze avec Colombe Schneck,
qui a publié récemment Nuit d'été à Brooklyn, qui est un ouvrage passionnant. C'est un thème difficile qui est abordé dans ce livre, je vais la laisser en parler. Racisme et antisémitisme aux États-Unis, c'est une constante pour la collectivité afro-américaine qui ont subi des affres dans une Amérique multiculturelle, fondée par l'immigration. Exclusion, racisme au sein de la police, ostracisme anti-black, la justice sont monnaie courante, banale et continuent de sévir, et donc à penser à la terrible mort récente de George Floyd. Face à ce constat, une communauté juive que l'on pensait intégrée, des Lubavitch, selon au long de 20 000 environ, restait vivre dans le quartier de Brooklyn parmi 180 000 habitants, antillais, caribéens et afro-américains. Alors au moindre dérapage, l'accident de 1991 qui causait de cette luche et qui a fauché un enfant. Ce serait mieux. Tu lèves. Ah, c'est là-bas. C'est celui-là. Vous entendez mieux? Voilà. Alors, au moindre dérapage, l'accident de voiture du 19 août 1991, causé par Youssef Lifch et qui a fauché un enfant noir de 7 ans, la confrontation survient avec manifestation dégénérant en émeute urbaine meurtrière face à une police vraiment différente, des cris de Vive Hitler en même fusée. Alors, sur ce motif de votre livre, Le beau plan de Colomb Schneck se tisse autour d'une réelle histoire d'amour entre une juive française blanche. On a la chance d'avoir plusieurs micros, oui. On serait bête de moins les utiliser les uns après les autres. Donc, autour de cette belle histoire d'amour entre une juive française blanche, Esther, jeune journaliste diplômée qui vient faire un stage dans le Seattle, diligenté par un grand quotidien français, Le Monde, et un noir, Frédéric Armitage, professeur de littérature française à la New York University, et spécialiste de Gustave Flaubert, plus âgé naturellement, marié, père d'un enfant. Alors il lui faut l'interviewer. Premier entretien de journaliste débutante. Leur belle histoire est le prétexte pour développer le passé, les lignages des deux amants, leurs racines, Kishinev pour Esther, dont la grand-mère a fui le tristement célèbre pogrom de 1903, le lot d'humiliation pour la communauté à laquelle appartient Frédéric. Alors j'ai retenu, page 191, l'allusion intéressante faite sur le licenciement d'André Chiffry, directeur éditorial du Panthéon Books, la maison d'édition qui publiait Sartre aux États-Unis. Et j'ai été effectivement sensible à ce passage dans l'ouvrage de Colomb Schneck parce qu'André est le fils du fondateur de la Pléiade, Jacques Chiffry, qui a vécu la première partie du XXe, éditeur de renom, né dans une famille juive aisée de la Russie impériale et qui connut à 2 reprises l'exil. D'abord à Paris, où il allait être en 1931 fondateur de la bibliothèque de la Pléiade, puis dans les années 40 à New York, où il s'y réfugie grâce à l'aide de l'écrivain André Gide, où il participe à la création de Panthéon Books. Et en novembre 40, la politique d'arianisation avait incité Gaston Gallimard, politique d'arianisation due aux lois vichistes, comme oublié, n'est-ce pas, Éric Zemmour, avait incité Gaston Gallimard à congédier Jacques Chiffry de la direction de cette collection qu'il avait lui-même créée. Alors je m'attarde sur ces faits parce qu'ils ont été relatés dans un admirable livre sur Jacques Chiffry d'Amos Reichmann que nous allons accueillir l'année prochaine à l'Institut Maimonides. Alors saluons l'ouvrage de Colomb Schneck. J'étais peut-être un peu long, mais je me suis régalé à la lecture de ce beau livre. Je la laisse vous en dire quelques mots et peut-être d'une manière plus large sur la société américaine d'aujourd'hui. Merci d'avoir pour ce clin d'œil à André Chiffrine. Il a une raison personnelle, c'est qu'André Chiffrine avait lu La Réparation, le livre que j'avais écrit sur l'histoire de la famille de ma mère, que j'avais beaucoup aimé, et son gendre, que vous connaissez sûrement, l'auteur de Retour à Lemberg, dont le nom s'appelle Philippe Sands, voilà, m'avait contacté, je suis devenue amie avec Philippe Sands depuis, et la référence à André Chiffrine et à son histoire, qui se passe... Vous m'entendez? Près du micro, près du micro. Qui se passe, donc le clin d'œil à André Chiffrine a une résonance personnelle, et je voulais vous dire que j'étais très contente de passer après Paul Ajac et M. Lanscroux, parce que 2 choses ont résonné dans ce que vous avez dit chacun. Vous avez compris, c'est un ample roman, une histoire d'amour et aussi une histoire de haine. Il y a beaucoup de choses dans ce livre, mais
en particulier sur ce mythe antisémite de l'enfant chrétien tué par les Juifs. Il apparaît dans ces émeutes à New York en 1991. Donc l'été 91, moi je suis jeune journaliste, j'arrive à New York, dans ce quartier de Brooklyn qui s'appelle Crown Heights, qui est très particulier à New York et aux États-Unis parce que c'est un des rares quartiers qui n'est pas ségrégé, où des blancs et des noirs vivent ensemble. C'est que les noirs vivent à base, quand une famille noire arrive dans un quartier, les blancs fuient. Ce quartier où les Lubavitch sont installés avant la Seconde Guerre mondiale, venus de Pologne, ils sont restés quand des familles noires sont arrivées en majorité au début des années 60, fin 50-60. Et donc c'est un quartier où noirs et blancs vivent ensemble. Les noirs viennent en majorité de la Jamaïque, de ce qu'on appelle les West Indies, et les Lubavitch. Donc ça crée des tensions, c'est compliqué, mais les gens vont à l'école ensemble, ils vont chez les mêmes commerçants, ils vivent dans les mêmes rues, ils vivent dans les mêmes immeubles, ce qui est exceptionnel aux États-Unis. Mais suite à un accident de voiture banal, comme il y arrive souvent, et tragique, où un petit garçon noir est tué par l'escorte de la voiture du grand rabbin Menahem, qui est le grand patron des Lubavitch, très vite, il y a des accusations et des cris où on entend, on veut faire savoir, on crée la rumeur que ce petit garçon noir, tué par une voiture conduite par un juif, est tué par les juifs. Qu'il y a une sorte de sacrifice, que les juifs ont refusé de soigner le petit garçon, puisque deux ambulances arrivent en même temps, une ambulance juive et une ambulance de la ville de New York, et l'ambulance de la juive ne soigne pas ce petit garçon. Donc très vite se crée une rumeur dans ces rues, et pendant 3 jours, des jeunes noirs ont crié « à mort les juifs » dans les rues de New York, « vive Hitler », sans que la police intervienne, et fait bien sûr écho au pogrom. Comme dans les pogroms, on crie à la mort d'un enfant chrétien, la police n'intervient pas, laisse faire. Il n'y a pas de mort, enfin, il y aura un mort le soir même, un étudiant juif est poignardé, les voitures sont brûlées et la police mettra 3 jours à intervenir. Donc il y a cette référence, voilà, à un de ces mythes classiques antisémites, mais aussi je voulais faire référence à ce que dit Paula Jacques. Pourquoi une femme juive comme moi tout d'un coup va s'intéresser à l'histoire des Noirs américains? A priori c'est loin, mais je me souviens, et Paula le raconte bien, cette peur commune. Et quand j'ai commencé à travailler, je suis allée interroger Papendiaï, qui est un historien spécialiste des Noirs américains, et je lui ai raconté mon projet d'écrire un roman entre une histoire d'amour entre une femme juive et un homme noir, un intellectuel noir, et il me dit ne crois pas que leur amour se construit sur une différence, c'est au contraire, c'est la peur commune qui va les unir. Le roman est une histoire d'amour et une histoire de haine qui réunit tous ces éléments a priori disparates que j'ai tenté de réunir dans un roman. Merci Colombe. Effectivement, je vous encourage d'ailleurs tout à l'heure à l'acquérir et à le faire signer. Je ne sais pas si, avant de donner la parole à Maurice Dorès, qui voudrait répondre, Paula Jacques ou Colombe Schneck. On a l'impression qu'aux États-Unis, c'est un pas en avant, 2 pas en arrière. On a eu l'élection d'Obama, puis celle de Donald J. Trump. Peut-être que je Oui, Colombe. peux juste rajouter quelque chose. Allez, continue. Voilà. Il y a eu le terrible assassinat de George Floyd. Quel regard portez-vous justement sur cette société américaine? Un pas en avant, 2 pas en arrière. Je laisse Paula. Moi, je voudrais juste dire un truc très significatif. D'accord. Tu veux passer là-dessus? Donc, dans le livre que je suis en train d'écrire, un maire noir, pour la première fois, se présente. Il s'appelle David Dinkins, il va remporter la mairie. La première fois que New York est dirigé par un maire noir. Il va être maire pendant 4 ans, ensuite il va être balayé. Et il va s'écouler je ne sais combien d'années, depuis 89. Donc il va s'écouler 30 ans. Et pour la 2e fois dans l'histoire américaine, il y a 2 jours, un autre noir a été élu maire. Vous avez vu ce qui a pu se passer en 30 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène récurrent, c'est un phénomène constant.
ça ne bouge pas. C'est-à-dire lorsqu'on voit avec quelle férocité les policiers matraquent les Noirs, quand on sait que n'importe quel Noir, même dans la bourgeoisie, dans la moyenne bourgeoisie, une mère dit à son fils, si tu marches dans la rue, tu ne regardes jamais un policier en face. Si tu vois devant toi une dame blanche qui marche, tu descends du trottoir. Il y a cette peur constante. Et ça dure. La ségrégation a été soi-disant abolie dans les années 60, mais elle se poursuit de mille autres manières. À toi. Oui, la raison pour laquelle j'ai écrit ce roman, c'est que je me souviens qu'en 91, je suis partie vers New York avec une certaine innocence, cette jeune femme qui pense qu'effectivement la ségrégation est terminée. Je me souviens que ma mère était médecin, donc elle m'expliquait, génétiquement, être noir, ça n'existe pas. Et je me souviens que je me fais draguer, j'ai une date avec un jeune homme qui travaille dans une grande maison d'édition, qui est diplômé de Yale, qui est noir. Et il arrive en retard à notre rendez-vous, et il s'excuse, il me dit, je suis désolée, il s'habille de façon très BCBG, en costume, et tout ça. Et il me dit, je suis en retard parce que je ne vais pas courir dans la rue. Si je cours, même habillée comme je suis, je fais très attention à la façon de m'habiller, je ne mets jamais de casquette, je ne mets jamais de jean, je ne mets jamais... Parce que si je cours dans la rue, je risque de faire... Si je cours, donc ce jeune homme était toujours habillé de façon très BCBG, en costume, donc diplômé de Yale, dans une grande maison d'édition américaine. Si je cours dans la rue, je risque de me faire arrêter par la police. Si je me fais arrêter par la police, je suis en danger de mort. Et il y a 5-6 ans, je lis le New York Times, et c'était avant l'élection de Trump. Obama était encore au pouvoir, mais il y avait déjà 8 ans de présidence Obama, ou 7-8 ans, et je lis un entretien avec un écrivain d'origine jamaïcaine, noir, qui raconte qu'il arrive aux États-Unis très heureux. C'est un écrivain réputé, qui publie dans le New Yorker, et il raconte la même chose. Je ne cours pas dans la rue, je fais toujours très attention, et quand une femme blanche ou noire marche devant moi, je change de trottoir la nuit, parce que je sais qu'elle va avoir peur de moi, et je comprends que rien n'a changé, effectivement, en 30 ou 40 ans de vie. Effectivement, le constat sur la société américaine, pays de tous les possibles, et c'est un paradoxe, effectivement, la question raciale est un peu plus sur le devant de l'actualité. Alors, effectivement, avec Maurice Dorès, on va avoir une tonalité un petit peu plus positive. Vous avez beaucoup travaillé sur la proximité mémorielle judéo-noire. Vos ouvrages, effectivement, en témoignent. Nous sommes heureux de vous accueillir, notamment pour la signature de vos livres, et Judéité, balade en noir et blanc, un très beau sous-titre. Qu'est-ce qui rapproche et divise ces deux peuples? Alors, évidemment, on pense à la climale, la souffrance, mais pas seulement. Qu'est-ce qui unit et divise donc ces deux peuples? Probablement ceux qui ont le plus souffert, c'est peut-être subjectif, quoique qui ont subi le plus les affres de l'histoire, des persécutions au court des âges. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Merci, c'est un plaisir de se retrouver à Montpellier. Et les relations entre les Juifs et les Noirs étaient un sujet totalement inconnu il y a une trentaine d'années. Et il m'a semblé qu'entre ces deux mondes, il y avait des confluences souterraines, des relations magnétiques, mais je n'en étais pas sûr. Alors, je suis allé trouver Eliane Amado-Lévy-Vallazy, qui est la première à avoir publié dans les années 60 un article philosophique, Le Juif et le Noir. Elle m'a donné un feu vert émeraude. Alors, j'ai commencé. Je suis allé trouver Manitou, Léon Askenazi. Il était invité régulièrement au Cameroun par le président Paul Biya pour donner des lectures bibliques. Et il m'a dit, entre
il a trouvé le temps entre deux avions de me dire à propos des Africains, ils sont plus bibliques que nous. Et j'ai continué et je suis arrivé à publier un bouquin, La beauté de charme, mon jugement noir, qui est épuisé. Et puis, au fil des années, des articles, des livres, des films sont parus sur les thématiques judéo-noires. Et mes activités ont inspiré vers moi beaucoup de chercheurs qui ont présenté, qui m'ont donné des documents, qui m'ont raconté leur histoire. Et ça a été une suite de très nombreuses rencontres. Et c'est le résultat du livre d'aujourd'hui. C'est un livre de rencontres. Alors, il y avait pour moi une question d'écriture. Je n'écris pas, je suis au milieu d'écrivains, je suis très flatté, mais donc c'est assez difficile. Il y avait deux écueils. Celui de donner un éclairage trop austère ou universitaire ou lourd, mais donner quand même de la substance, donc c'était un premier point. Et de l'autre côté, il fallait rendre compte de situations vivantes, avec des récits, des situations à Paris, à Dakar, à New York, à Tel Aviv, sur tous ces lieux où se rencontrent la négritude et la judéité, sans tomber dans l'anecdote. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont les Juifs et les Noirs, leur vie, leur voix, leurs pensées, leurs écrits, leur cuisine, leur musique, aucunement les antisémites et les racistes. Parce qu'il m'a semblé que sur ce sujet, il y avait beaucoup de clichés, beaucoup de désinformation. Quand on lit certains articles dans la presse, on voit antisémitisme, rejet, hostilité. Ce n'est pas la réalité. Et je me suis dit, là, il y a un énoncé, mais peut-être quelque chose d'autre derrière cet énoncé. Alors, l'énoncé, c'est les Juifs n'aiment pas les Noirs n'aiment pas les Juifs. Mais derrière cet énoncé, il y a peut-être, vous voyez, si ces gens-là ne s'aiment pas entre eux, eh bien, on a peut-être, nous, de bonnes raisons de ne pas les aimer. Et quelques exemples, puisque c'est un livre de rencontres. Une rencontre, il y a un chapitre du livre, c'est rencontres intellectuelles, artistiques et amoureuses. Là, il s'agit d'une rencontre intellectuelle entre Michael Cornel West, un intellectuel juif américain, un intellectuel afro-américain, et Cornel West évoque ce dont on vient de parler, les émeutes de Crown Heights. Et il donne le nom de personnalités afro-américaines qui se sont montrées solidaires des Juifs. Pas un mot dans la presse. Il donne le nom des églises. Et puis aussi, on apprend que quelques semaines plus tard, à Crown Heights, il y a eu des élections. Les extrémistes, les radicaux noirs ont été battus. Dans les émeutes, il y avait surtout des jeunes qui venaient d'ailleurs. Ce n'était pas un affrontement entre ces deux populations, comme vous l'avez dit, qui vivaient ensemble.
Et puis, les Lubavitch n'ont pas eu peur de défiler dans un carnaval antillais à cause, et à côté de femmes légèrement habillées qui se déhanchent sur les rythmes des concerts de street band. Donc voilà toutes ces manifestations d'amitié, on n'en parle pas. C'est pour ça que plutôt que de vous parler de Farrakhan, je préfère vous parler, par exemple, de Dumi Sami Washington, qui est un Afro-Américain qui a créé Christian United for Israel, un mouvement de solidarité noire avec Israël. Et puis j'ai aussi vécu une expérience en France. C'était il y a quelques années une soirée organisée par l'association Amitié Judéo-Noire, avec la projection du film Israël, Black Israël, que j'ai réalisé. Et il y avait entre 100 et 200 personnes, et puis il y avait aussi une petite vingtaine de personnes, des partisans d'un humoriste noir antisémite dont je ne prononcerai pas le nom, suivant en cela Christian Taubira, qui était ministre à l'époque et qui ne prononçait pas son nom et qui l'appelait le sbire-sinistre. Donc appelons-le le sbire-sinistre, et finalement les partisans du sbire-sinistre sont partis au bout de quelques minutes, et il y a eu un communiqué de presse, et dans ce communiqué de presse, rien sur le débat, rien sur la présence du CRAN, cette association qui réunit les associations noires, l'équivalent du CRIF, rien sur le film, qui n'était même pas cité. Tout ce qui était cité, c'était les partisans du sbire-sinistre. Et à propos de Christiane Taubira, elle a fait un voyage au Rwanda. Il y a aussi un chapitre, il y a beaucoup de chapitres divers, un chapitre sur le Rwanda dans le livre. Elle a fait un voyage avec les étudiants juifs au Rwanda. Il était question du génocide des Tutsis, il était question du génocide des Juifs, et elle a observé comment les jeunes Tutsis et les jeunes Juifs étaient bien ensemble, chantaient, dansaient, et dans un discours, elle a dit Juifs et Noirs, ce ne sont pas seulement des frères de détresse, ce sont aussi des frères d'allégresse. Donc, frères de détresse, frères d'allégresse, ça aurait été aussi un bon sous-titre pour ce livre. Je vais être court, donc juste quelques mots à propos des Juifs noirs. Il faudrait cesser de s'étonner qu'il existe des Juifs noirs. Les Juifs noirs existent depuis toujours. Rappelons-nous que la femme de Moïse était noire, c'était une Éthiopienne. Et si on lit bien les textes, Moïse n'a pas seulement fait sortir les Hébreux d'Égypte, on en a parlé hier. Dans la tradition, il est aussi question de Rav et Rève. C'est cette multitude, cette foule qui a suivi les Hébreux. Or, nous étions en Égypte, en Afrique. Il y avait obligatoirement des Noirs. En plus,
également parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait une tribu noire, la tribu de Dan. Et aujourd'hui, c'est le seul argument, c'est l'argument des religieux en Israël pour authentifier la judéité des Beta Israël, les Juifs d'Éthiopie. Les hypothèses sur d'autres origines ne les intéressent pas. Donc, il y a des Juifs noirs, et pas seulement en Éthiopie, aux États-Unis, il y a beaucoup de Juifs noirs. Il y en a en France. Je crois que vous avez reçu Gershon Dewar, et qui a créé une association, la Fédération des Juifs Noirs, mais même dans diverses communautés, il y a des Juifs Noirs. Et il y a aussi, aujourd'hui, des communautés africaines, des communautés juives en Afrique. Chaque communauté juive africaine a sa propre histoire. Il y en a au Nigeria, ils sont très nombreux, aussi au Cameroun, en Ouganda, en Côte d'Ivoire. Ils ont chacun, chaque communauté a une histoire très particulière, on pourra y revenir, elles sont évidemment décrites dans le livre. Mais en plus, ces communautés se réunissent avec aussi les Américains, et on assiste au développement d'une branche ancienne et nouvelle du judaïsme. Et comme on parle d'un judaïsme américain, marocain, on peut parler d'un judaïsme noir. La raison première du judaïsme noir, c'est une rencontre entre l'universalisme juif et la spiritualité africaine. Plusieurs auteurs, chrétiens souvent, comme Éric de René, qui a écrit Les yeux de ma chair, ont écrit que la pensée africaine est plus proche de la pensée juive que de la pensée grecque ou occidentale. Quand on écoute un proverbe de Peul, tout ce que tu vois en ce monde, des choses qui échappent des mains, ça rappelle un midrash, on en a aussi parlé hier, où à la naissance, le bébé, l'homme qui arrive, tout, il possède tout, ses mains sont pliées, ses deux poings sont pliés, quand il repart à la fin de sa vie, ses mains sont ouvertes. Vide. Donc, il existe des points communs entre, pour parler de votre question, entre monde juif et monde noir. La musique, par exemple, est aussi un lieu où juifs et noirs se rencontrent. Il y a même un esprit aux États-Unis, un esprit afrosémite, des concerts jouent du reggae, du jazz, beaucoup de codes avec la chazanout, un musicien a entrelacé les phrases d'un nigon avec les phrases d'un negro spiritual. Il se passe beaucoup de choses. Jacques Schwarzbart, le saxophoniste installé à New York, dans ses concerts, nous dit qu'il est attiré par les mystiques juives et caribéennes. Pourquoi? Son père est capémécan, sa mère africaine antillaise, on pense au plat de Banalvet, voilà. des tissus, voilà. Et bien sûr, Ray Schwarzbart et Simon Schwarzbart se sont rencontrés et se sont inspirés chacun de leur culture. Dans le livre, à ce sujet, un développement avec une interview
de Simon Schwarzbart. Rachel Kahn, qui se présente comme afro-yiddish. Elle a été élevée, a-t-elle dit, au latkes et au tiède. Alors, je pense que vous savez tous ce que c'est que les latkes. Bon, c'est une galette de pommes de terre très fondante à l'intérieur et croustillante à l'extérieur. Le tiède ou tiède, c'est le riz au poisson. Et puisque Rachel Kahn est issue d'un père wolof et d'une mère ashkénaze, et elle écrit « Je ne suis pas seulement noire, fille d'esclaves, afrodescendante d'esclaves ou petite fille de déportés juifs, j'ai fait le choix de ne pas être une victime. Je suis ce que je serai. » Voilà, j'ai essayé d'éviter les effusions de compassion et les rivalités victimaires. Ce n'est pas un travail militant, c'est une somme de connaissances qui seront utiles, j'espère, pour dialoguer. Voilà, je vous ai livré en vrac quelques éléments, c'est plus ordonné que ça dans le livre, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Le filaire est meilleur. Merci Maurice Boas, Négritude et Judéité, balade en noir et blanc. Effectivement, on parle beaucoup dans ce qui unit Juifs et Noirs sur le plan souffrantiel, sur le plan lacrymal, mais sur le plan effectivement de l'allégresse. Il y a des rencontres, et notamment au niveau de la musique. Ce sont deux peuples qui produisent énormément. Et donc effectivement, cet ouvrage, notamment le démontre. Je crois que nos deux autrices, Paula Jacques et Colombier, voulaient rebondir sur ce que vous disiez. D'abord, Paula, On a ceux qui oui, alors je suis sûre que le livre de Maurice est très réjouissant et fait vraiment chaud au cœur. Mais on est quand même là pour parler de vraiment ce qui se passe à la cause commune et les divergences. En ce qui concerne le triste sujet en question, vous savez tous qu'il a commencé sa carrière d'humoriste avec les Dissimoules, qui étaient juifs. Comment est-ce que la haine juive s'est emparée de lui, ça c'est une autre histoire. Mais c'est très intéressant de savoir comment peu à peu le climat se dégrade. Vous avez tous en tête certainement cette photo de Martin Luther King défilant à Atlanta. Il est à côté de lui de rabbin, il a le rabbin Herschel, qui porte les rouleaux sacrés dans les bras. Il y a vraiment une espèce de soutien extraordinaire et de cohésion entre les juifs et les noirs à ce moment-là. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il faut à ce propos lire un peu les écrivains noirs. Par exemple, le très grand écrivain noir, Veuve Dubois, qui dans ses écrits au début décrit la méfiance des Noirs envers les Juifs. Ils sont plus rapides que nous, ils viennent dans le quartier, eux réussissent et nous non. Et puis il va revenir un peu sur ses propos, il va s'amender. Il faut aussi lire le livre de James Baldwin, qui lui aussi, dans Chronique d'Amérique natale, commence par expliquer effectivement qu'il déteste les Juifs et que les Noirs détestent les Juifs, parce que vraiment, ces gens-là sont rusés, ils tirent parti de tout, et nous sommes délaissés pour compte. Il y a une espèce de rivalité sociale en quelque sorte. Et puis, il va plus loin, il explique une chose, et ce serait intéressant de revenir avec le professeur par rapport à l'antisémitisme lié au christianisme. Il explique une chose très très intéressante. Il dit que par exemple, les Noirs sont, comme on le sait, très christianisés. C'est à la fois c'est un des apports de l'esclavage, c'est-à-dire ceux qui ont pu avoir accès à la Bible ont appris à lire, et donc à se révolter, etc. Et ceux-là sont effectivement ont des problèmes avec les Juifs avec lesquels ils cohabitent, ils ont les mêmes préjugés envers eux, la jalousie, le fait que probablement les Juifs sont racistes envers eux. Et à ce moment-là, James Baldwin fait une réflexion très intéressante. Il dit que d'une part, c'est le christianisme. Évidemment, les Juifs ont tué le Christ, pour les Noirs ça compte aussi. Pour les Noirs, les Juifs ont tué le Christ, donc c'est l'ennemi. Mais d'un autre côté,
dans la Bible, les Juifs sont sortis de l'esclavage d'Égypte, et donc c'est un exemple, et dans un sens, c'est un peuple qui s'est libéré comme eux souhaitaient se libérer. Alors curieusement, la religion alimente à la fois leur antisémitisme, et cette religion les amène à regarder d'un autre œil les Juifs. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Effectivement, c'est un sujet un peu délicat. On devrait dire, j'ai eu récemment l'occasion de discuter avec un pasteur à Vichy, il y a environ 2 semaines, qui a effectivement été longtemps en Afrique. Et j'ai posé la question, il est protestant, mais dans le monde protestant, il y a une multitude d'églises. Je peux parler que de mon église. C'est d'Israël, des Juifs, etc. Il m'a dit, bon, d'abord du sionisme, je ne suis pas anti-sioniste, je suis asioniste. Bon. Ensuite, on arrive à la question que vous avez soulevée. Il paraîtrait qu'un certain nombre d'Africains sont devenus, entre guillemets, anti-juifs ou antisémites en raison de ces prédicateurs chrétiens partis de l'Europe en Afrique. Et dans leur discours, ils ont propagé ce que je les appelais l'enseignement du mépris. Voilà donc un aspect qui me paraît important. D'ailleurs, vous avez raison, vous avez parlé entre juifs et noirs, mais vous avez parlé surtout des juifs noirs. Nous avons aujourd'hui une grande communauté africaine en Israël, non juive. Ça aussi, il faudra voir quelles seraient les relations. Voilà brièvement ce que je voulais dire. Ajouter quelque chose. Oui. Juste avant, professeur. Mon problème est le vôtre, c'est de ne pas savoir si les Noirs juifs sont des vrais juifs ou pas. C'est évident pour moi. La question ne se pose pas. Moi, la question qui se pose à moi, c'est à quel moment ça dérape. Pourquoi ces deux communautés qui s'entendent parfaitement, à un moment donné, ça s'arrête. Donc, évidemment, il y a le conflit du Moyen-Orient, il y a la montée des Black Muslims, il y a le fait qu'on va prendre parti pour les Palestiniens parce qu'on s'est converti. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que les choses dérapent. Mais Malcolm X lui-même est antisémite à un moment donné, et puis il va changer d'avis, quoi. Il va revenir, il va arrêter, il va dire je me suis trompé là-dessus. Mais évidemment, une fois de plus, c'est la religion. Justement, on va donner après la parole à Paul Schneck. Oui, cette question elle est fascinante parce que à Grenade, j'ai bien sûr étudié et j'ai étudié le plus près possible douter l'antisémitisme de gens qui vivent ensemble, qui s'aiment, qui ont des relations d'amitié et qui vivent ensemble dans les mêmes immeubles. Et il y avait des rumeurs, par exemple, des rumeurs, c'est que les Juifs ont un meilleur accès au logement, un meilleur logement à Grenade, ils vivent dans les meilleurs immeubles, ils seraient plus riches qu'eux, alors qu'ils sont voisins, ils appartiennent aux mêmes classes sociales, c'est des petits employés de deux côtés. Les Lubavitch ne sont pas réputés pour être milliardaires, mais on dit qu'ils sont milliardaires. Ils auraient des plus grands appartements. Une des raisons est qu'ils sont mieux organisés politiquement que leurs voisins noirs. Ils votent en masse, ils sont mieux inscrits sur les listes électorales et ils ont accès donc à leurs élus et donc à des avantages politiques qui sont l'accès aux logements sociaux, par exemple, où ils ont eu le droit pendant longtemps à une protection policière devant la synagogue de Kronheiz, auquel les églises noires n'avaient pas le droit. Donc ça a créé toute une série de ressentiments. Il y a un lobby juif, quoi. Il y aurait une sorte de lobby juif. En fait, comme vous le savez peut-être, c'est extrêmement difficile pour les Noirs de s'inscrire et de voter aux États-Unis. Il y a tout un tas d'obstacles qui sont faits à leur inscription électorale, au fait qu'ils puissent aller voter, et donc ils sont moins organisés politiquement. Enfin, pour vous dire que ce genre de rumeurs que vous connaissez bien, qui sont les rumeurs antisémites classiques, les Juifs seraient riches, les Juifs apparteneraient à un lobby, en fait ont des explications qui sont plutôt de l'ordre du rejet de la communauté noire aux États-Unis, leur difficulté d'accéder aux politiques, à leurs élus, à s'inscrire sur les listes électorales. En d'autres termes, c'est l'aspect géographique, je vous laisse parler, c'est l'aspect géographique qui compte. C'est la situation qui se trouve aux États-Unis n'est pas la même qui se trouve en Israël, en France et en Afrique. On est bien d'accord, monsieur. Juste une remarque sur les églises missionnaires. Vous avez parlé des églises missionnaires.
Mais justement, il y a des églises africaines qui se sont détachées des églises missionnaires où les prêtres noirs disent dans nos traditions, il y a des traditions qui sont semblables aux traditions juives. Et j'ai assisté à Ouagadougou, j'étais invité pour présenter un film à une messe de 3000 personnes. Et bien sûr, il s'agit des évangélistes en Afrique. Et ces personnes agitaient le drapeau d'Israël au milieu des drapeaux africains. Voilà, il faudrait passer, Carole le disait, de l'enseignement de l'estime, pour paraphraser Jules Isaac et Jean Valtroise, et passer aussi de l'enseignement de la méconnaissance à celui de la connaissance. Un long chemin encore reste à parcourir. Alors, afin de lancer le débat, je pense qu'il y aura beaucoup de questions sur ce sujet brûlant. Je vais commencer par Carole, on va revenir à l'antisémitisme, à la judéophobie. Quel regard portes-tu sur ce renouveau antisémite, notamment en France? On a parlé d'Ilan Halimi, l'affaire Mera, Mireille Knoll, Sarah Halimi. La France, il est vrai, à la première communauté juive européenne, subit un nombre incalculable d'actes antisémites au quotidien. Il y a une comptabilité qui est prise en charge effectivement par le bureau de vigilance, par le FIC notamment, qui fait un travail important. Quel regard, en tant qu'historien de l'antisémitisme, portes-tu sur ce renouveau et penses-tu, comme Elie Wiesel, que l'Institut Maimonides a reçu en 2003 et 2008, que s'il y a de l'antisémitisme après Auschwitz, c'est qu'il y en aura un vitam aeternam? Oui, je ne sais pas répondre à cette phrase de Elie Wiesel, qui était un juif roumain de langue hongroise, il était de Transylvanie. Pour la petite histoire, aujourd'hui, on construit dans sa ville natale la plus grande synagogue de l'Europe de l'Est. Et il n'y a presque plus de juifs. Ce qui subsiste dans ces régions, ce sont des cimetières. En Roumanie, il y a plus de 800 cimetières et plus de 80 synagogues encore debout. Mais évidemment, effectivement, personnellement, je suis très pessimiste. Il y a quelque chose d'irrationnel. J'ai essayé de donner toute une série d'explications pourquoi l'antisémitisme d'origine religieuse, sociale, économique, psychologique, psychanalytique, etc. Et on arrive toujours à un aspect où il y a quelque chose vraiment d'irrationnel. Mais j'ajoute, paradoxalement, c'est dans ces deux types de civilisation. C'est-à-dire que malgré tout, ce qu'a dit Jules Isaac, et il avait raison, la première cause, le premier facteur de cette aversion, c'est une cause religieuse, même de façon inconsciente, parce que malgré tout, on dit, moi je suis athée, et je suis athée, mais je vis en Europe, dans un pays où on fait le jour de dimanche, et pas le samedi nécessairement, et pas le vendredi. Ça serait donc l'accusation de déicide, les religions filles qui s'affirment de la religion mère, cette notion d'élection. Oui, ça c'est la première, il me semble, ça reste toujours ce fondement religieux, et on le trouve toujours. Et n'oublions pas que la diaspora, une grande partie de la diaspora musulmane importante en Europe, elle est de religion musulmane. Malheureusement, un islam dévoyé. Donc c'est encore, c'est quelque chose d'extrêmement important de dire les choses telles qu'elles sont. Donc cet aspect religieux, comment le résoudre? Par l'enseignement en expliquant. Mais si non seulement au niveau, on n'enseigne pas la religion à l'école en France, mais il faudra enseigner ce qu'on appelle le fait religieux, ça me paraît capital. Même des professeurs d'histoire, ils finissent tout un cursus, ils connaissent pratiquement rien des juifs. Quand j'étais actif, j'ai organisé, je vais juste finir, si vous permettez, à tel point que j'ai créé un diplôme spécifique à l'université Paul Valéry sur l'histoire de l'expansion d'Israël, et mes collègues chrétiens, notamment le regretté professeur Chaudy, il m'a dit, Carole Yankou, je prends votre exemple.
on va faire aussi un diplôme concernant le christianisme, parce que les étudiants arrivent, ils ne savent rien. Et la même chose pour l'islam, ainsi de suite. Voilà, donc, maintenant, il y a d'autres aspects, mais si vous voulez intervenir, je vous laisse, mais je voulais intervenir à propos de l'aspect politique, notamment de la question du sionisme et la question de la détestation d'Israël, quel est le discours actuel à propos du négationnisme, du révisionnisme, et ainsi de suite. Ce sont des choses extrêmement importantes. Je vais vous dire que je partage complètement votre pessimisme. Je vais faire une blague pour en finir à l'antisémitisme. Il faudrait tuer les dieux dans le monde entier, il faudrait laïciser la planète entière. Mais ce que je voulais vous dire, et ça m'a beaucoup frappé, j'avais rencontré Imre Kertész, le prix Nobel de littérature. Très connu. Voilà, et donc on avait évidemment parlé de ses livres sur les concentrations. Il m'a fait un énorme développement en m'expliquant que la Shoah, le génocide, le nazisme découlait directement du christianisme. Pour lui, c'était évident. Il ne tenait plus du tout compte de la période moderne, de l'Empire prussien qui devient la Malle, etc. Pour lui, en droit de fil, l'extermination, il impute directement et toujours la religion chrétienne. Oui, on a pu dire que effectivement c'est l'enseignement du catéchisme qui a pavé le chemin d'Auschwitz. Carole connaît bien ce dossier, et jusque dans les années 50-60, on priait, il y avait la prière Pro Perfidis Iudeis. Oui, Michael a raison. Dans toutes les églises chrétiennes catholiques, jusqu'à Julisa, pour le vendredi saint, il y avait la célèbre prière Oremus pro perfidis Iudeis. Alors, à la rigueur, si on avait traduit prions pour les juifs perfidis, incroyants, ce qui est tout à fait faux, puisque les juifs sont les premiers croyants. Mais perfidis, on a traduit par le juif perfide. Donc voilà une parole qui s'est maintenue jusqu'en plein XXe siècle et qui est un enfant chrétien qui venait à l'église. Il disait maintenant, prions pour les juifs. On ne s'agenouille pas, on se va s'agenouiller pour les païens, mais pas pour les juifs. Voilà ce qui fait le livre de l'antisémitisme. Mais si vous venez de citer Imre Kertész, qui est un écrivain tout à fait exceptionnel, et ici, c'est la tragédie du judaïsme hongrois. On n'a pas l'étoile de la Hongrie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les juifs hongrois qui ont été vraiment magarisés, il y avait toutes sortes de juifs hongrois. Il y avait ceux qui ont maintenu quand même la langue yiddish et une certaine culture. Oui, ils étaient magarisés. À quoi je veux revenir? Il y avait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, recensé plus de 800 000 juifs, dont 100 000 chrétiens considérés juifs par les lois raciales. Ça veut dire qu'ils allaient à l'église, ils étaient la deuxième génération, mais ils étaient bons pour brûler à Auschwitz. 100 000. C'est quand même assez extraordinaire. Et sur les 800 000, 560 000 juifs, entre guillemets hongrois, dont mes juifs à nous de la Transylvanie du Nord, puisqu'ils étaient en Roumanie depuis la Première Guerre mondiale, mais leur langue maternelle était le hongrois. Mais ils n'étaient pas magyars. Pourquoi? Parce qu'au départ, les Hongrois en 1867 ont ouvert les écoles pour les Juifs. Tandis que les Juifs roumains, ils ont reçu la citoyenneté seulement en 1919. Donc ils ont été obligés de... Eux-mêmes, ils ont fait leur propre culture en langue yiddish, les écoles juives, ainsi de suite. C'est pourquoi la Bessarabie, c'était le 4e pays hébraïque au monde avant la création de l'État d'Israël. Et la même chose, surtout en Bessarabie, comme en Lituanie d'ailleurs. Donc effectivement, ce sont des sujets passionnants et malheureusement, le judaïsme hongrois, en immense majorité, il a été anéanti. Il subsiste pourtant aujourd'hui, en Europe de l'Est, c'est la plus importante communauté juive, quelques dizaines de milliers. En Roumanie, il n'y a même pas 5 000 juifs, moins de juifs que dans la ville de Montpellier. Et il y avait avant la Deuxième Guerre mondiale, 850 000, c'est le 4e pays juif en Europe, 3e pays juif en Europe et 4e au monde. Alors Carole, la méconnaissance engendre les préjugés, qui est passé l'enseignement de la méconnaissance à celui de la connaissance, pour reprendre l'historien Jules Isaac, qui a tant fait pour le rapprochement entre frères et monothéistes. Et on a pensé, par exemple en France, qu'en conjuguant le devoir de mémoire et l'histoire de la Shoah, avec une Shoah bien entendue, on comprendrait que c'est l'homme qui un jour a fait cela à son prochain, pas seulement le juif qui était effectivement en première ligne
Or, ça a donné lieu dans certains établissements scolaires à une concurrence mémorielle, à chacun sa Shoah, une banalisation de la Shoah, un trop-plein de Shoah. Peut-être que Colombe, Paula ou Maurice voudraient rebondir là-dessus. Chacun a eu sa grille de lecture, donc c'est pas seulement enseigner, encore faut-il avoir de bonnes lunettes, comme dit Elie Barnaby, pour comprendre ce qu'a été la Shoah et prôner l'humanisme, l'altruisme, la tolérance. Dans un livre précédent, je suis allée en Lituanie, et l'origine de la famille de ma grand-mère maternelle, dans une petite ville qui s'appelle Kaunas, par le nord de Kaunas, à Ponivège, et sur les traces de cette communauté juive qui n'existe plus, qui a disparu. Je me souviens il y avait un panneau au Fort Neuf, là où il y a eu un grand nombre d'exterminations de juifs avec l'aide de Lituaniens, pas des grands lituaniens, mais des Lituaniens chrétiens. Et il y avait ce panneau écrit Here people were killed. Ici, des gens ont été tués par les nazis. Here people were killed by the Nazis. Ici, des gens ont été tués par les nazis. What kind of people you didn't know? C'était des gens. Ils n'avaient pas même pu pas mettre le mot juif. Et je me souviens que j'avais eu un rendez-vous avec l'ambassadrice de Lituanie en France avant d'y aller. Elle ne dit, je ne parle pas pour vous, en disant voilà, j'ai oublié aller en Lituanie, si elle m'avait dit. Et elle dit, je ne parle pas pour vous, mais cette Shoah business me dérange. C'était terrible. Et je me souviens que sur place, j'étais allée à la recherche de cette communauté juive qui avait. Vous savez mieux que moi, quand sont arrivés les juifs en Lituanie, la communauté juive de Lituanie, elle date de plusieurs siècles. Effectivement, ils sont arrivés en retard, comme dans l'Empire tsariste, parce qu'effectivement, les tsars empêchaient les juifs d'entrer dans les territoires de la Sainte Russie. Donc, ils sont arrivés vers la 16e, 17e siècle. Voilà, donc 4 siècles comme d'histoire, mais c'est une histoire récente, c'est une histoire quand même relativement ancienne, à laquelle appartenait ma famille, et il n'y avait plus rien, comme si cette communauté n'avait jamais existé, comme si la Shoah n'avait jamais existé, et quand j'essaie d'interroger des Lituaniens, ils me répondaient, je comprenais qu'ils avaient beaucoup souffert de l'occupation soviétique, de l'envoi dans des camps en Sibérie, et comme s'il n'y avait pas de place pour une autre souffrance que la leur, comme si d'autres souffrances menaçaient leur propre souffrance qui existait. Et qui n'était pas possible. Je me souviens d'être allée, je suis allée à Ponivège où vivait ma grand-mère. J'ai retrouvé la maison où habitaient mes arrière-grands-parents et c'était devenu un bâtiment municipal. Et j'ai interrogé et j'ai senti la gêne. Enfin, on m'a reçu gentiment, mais j'ai bien senti que je gênais. Je me souviens que quand mon oncle était à la chute du mur de Berlin, et quand la Lituanie est devenue indépendante, il y avait une possibilité, vous savez, de restitution de certains biens. Donc mon oncle avait demandé à ce qu'il était possible, et puisque ces biens avaient été nationalisés après la guerre, et on lui a répondu que non, puisqu'on n'habitait plus en Lituanie. Et pour quelle raison on n'habitait plus en Lituanie? Il y avait des raisons quand même qui étaient celles de l'extermination. Voilà, cette histoire ne pouvait pas exister. À Kaunas, là où il y avait le ghetto, où mon arrière-grand-mère, mes grandes-tantes ont été enfermées avant d'être exterminées, il n'y a plus rien, c'est devenu une place, il n'y a plus rien, et il y avait juste un tout petite pierre financée par des juifs américains pour dire qu'ici il y avait un ghetto. Cette communauté juive de 4 siècles, rien ne subsistait. Mais ça se répète dans toute l'Europe de l'Est. Ici, je veux rendre un hommage appuyé au père des Bois, qui disait, lui, il a pu découvrir ces fosses communes parce qu'il avait une jolie croix autour du cou. Mais quand vous allez là-bas, on demande la première chose, est-ce que vous êtes juif, tout ça? Silence absolu. Silence absolu. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle déjà Shoah par balle. Les voisins, ce qu'ils ont fait, on n'avait pas besoin de les envoyer à des centaines de kilomètres jusque dans les chambres à gaz en Pologne. Je m'occupe maintenant de la Transnistrie. La Transnistrie, c'est une province de l'Ukraine que Hitler avait donnée à Antonescu
comme prix de sa participation à la guerre contre l'Union soviétique. C'est un morceau, c'est pas la Transnistrie d'aujourd'hui, c'est un morceau de l'Ukraine. C'est une sorte de Auschwitz sans les chambres à gaz. Des atrocités tout à fait extraordinaires. Mais aujourd'hui, tout est oublié, tout est rasé. Et on essaie maintenant, 70 ans, j'étais au mois de juin, malgré le Covid, à Jassy, c'est le premier pogrom gigantesque de la Deuxième Guerre mondiale. Au moment dont nous sommes à la fin du mois de juin 1941, presque 15 000 juifs tués dans les rues de la ville, dans les caves et surtout dans la cour de la préfecture de police. Ceux qui ont survécu aux fusillades ont été jetés dans 2 trains. 40 personnes pouvaient entrer dans un wagon jusqu'à 120, où ils sont morts d'asphyxie et de chaleur. Pas pendant 70 ans. Il n'y avait aucune inscription dans la ville de Jassy qui, avant la Deuxième Guerre mondiale, le tiers de la population c'était juif. Au début du siècle, la moitié de la population c'était des juifs. Pas une inscription. Grâce à Dieu, hein, Baruch Hashem, on peut dire que maintenant, il y a aussi un parcours que, effectivement, de la mémoire. On a pu mettre sur l'emplacement de la gare de Yash, d'où sont partis ces célèbres trains de la mort, et ainsi de suite. Donc nous avons un devoir, effectivement, pour la mémoire de ces juifs qui ne sont plus, malheureusement. Juste un mot, parce que vous citez tous les pays de mes grands-parents, donc la Transnistrie, la Bessarabie. C'est votre pays aussi. Et je vous conseille de lire un livre de mon oncle qui s'appelle Conversation à Yassi, où il est retourné à Yassi. Ah, mais je sais, c'est votre pays, oui, je connais, j'ai bien connu. J'ai eu une correspondance avec c'est votre père. Non. Votre oncle. Il vous a pas engueulé, ça s'est bien passé. Mais je l'ai lu parce que c'est tous les pays. Il a été pendant quelques temps assis comme lecteur de français, je connais cette histoire. Vous voyez, heureusement que le seul dit, vous nous avez écouté. Le mot de l'église. On va donner la dernière intervention pour Paul Ajek, et ensuite le public. Et ensuite le public va intervenir. Je vais vous dire que je suis extrêmement pessimiste. C'est Milan Kundera qui a écrit quelque part, qui disait on croit que tout sera réparé et que rien ne sera oublié, c'est le contraire. Rien ne sera réparé et tout sera oublié. Je voudrais mais moi je suis absolument effrayée par le fait que la mémoire de la Shoah se perd complètement. Le comble du conte, c'est quand on voit des manifestants anti-vaccins qui osent défiler avec l'étoile jaune, d'accord? Ils ne savent même pas ce que c'est que le Shoah. Quelles victimes s'entraîner, ils osent défiler avec l'étoile jaune. Je voudrais rappeler que dans les années fin 65, Bertrand Blier a fait un film qui s'appelait Hitler ne connaît pas. Juste en 70, on commence à apprendre ce que c'est que la Shoah, les témoins parlent, on s'intéresse à des livres qui paraissent, enfin on lit le livre si c'est un homme, bon, il y a tout un questionnement là-dessus. Et quoi, quelques 40 ans après, les témoins meurent et je suis sûre que la mémoire de la Shoah s'efface et qu'on ne sait plus ce que c'est. Et qu'on ne sait plus ce que c'est, qu'on se permet de défiler avec l'étoile jaune parce qu'on n'arrive pas à payer ses impôts, par exemple. Voilà, on va donner la parole au public. Des questions de Shoah, rendre hommage à une personne qui n'est plus parmi nous, qui a beaucoup fait pour le monde juif à Montpellier, Tino Moscovitch, pour laquelle nous rendrons un hommage appuyé le 12 janvier prochain dans cette même salle. Première question, il y a 2 doigts qui se lèvent au fond, Monsieur Dana, et qui est bien connu sur la place de Montpellier. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Dana. Bon, déjà, une première réflexion sur le premier intervenant qui a, selon sa formule mathématique de l'antisémitisme, il a dit que judéophobie, c'était pareil qu'antisémitisme. Absolument pas. Judéophobie, c'est la phobie du judaïsme, non pas des juifs, comme l'islamophobie, c'est la phobie de l'islam. Contrairement à ce que les CCIS avaient tenté de faire croire. La christianophobie, pareil, c'est pas la haine des chrétiens, mais du christianisme. Ça, c'est quand même une chose à préciser. La deuxième chose, il y a un autre antisémitisme intra-juif sur lequel je voudrais venir. Quand j'ai écrit Le Juif albinos, il y a 20 ans, qui était quand même un livre politiquement correct, que certains d'entre vous ont lu, j'ai été l'objet d'insultes nauséabondes, je crois qu'il s'appelait Michel Attali,
qui a écrit des courriers que le Midi n'a d'ailleurs pas voulu publier, une insulte nauséabonde dans le même style que le bouquin que les journalistes ont écrit sur François Hollande, un président ne devrait jamais dire ça. Comme si, quand on est juif, on est assigné à résidence juive et on ne peut pas tenir des propos intellectuellement différents de ceux que la doxa enseigne de façon presque obligatoire. C'est ce qui se passe actuellement, et je précise que je n'ai aucune appétence pour ces idées politiques ni rien, avec Zemmour. Éric Zemmour a été la cible du CCIF, du grand rabbin, et surtout de Bernard-Henri Lévy, dont agonie d'insultes au prétexte qu'un juif ne devrait jamais dire ça. Alors, quelle est votre question? La question, c'est de quel droit assigne-t-on à résidence juive quelqu'un qui ne se présente pas comme juif et qui émet des idées qui ne sont pas celles que les juifs veulent, à la limite, considérer comme politiquement correctes? Voilà la question. Ça n'a aucun intérêt de parler dans le site. Ouais, vraiment, ce type. Aucun intérêt. Dire que la judéophobie, selon le docteur Léon Pinsker, est une maladie héréditaire, contagieuse et incurable. Et Marc Bloch a montré pendant la Seconde Guerre mondiale, a parlé de la judéophobie ou antisémitisme. Là, on joue sur les mots, c'est la même chose. La peur des juifs ou la haine des juifs est un poison subtil et polyfiltrant. Contagieux et polyfiltrant. Ah, Michel Bensoussan, monsieur. Si vous dites que je ne vais pas prendre la parole pour ça, mais quand même, je suis tellement choqué de ce qui vient d'être dit derrière moi, je vais quand même donner mon sentiment. On ne peut pas défendre le maréchal Pétain, on ne peut pas dire que c'est pas normal que les enfants d'Ozar Hatorah aient été enterrés à Jérusalem. On ne peut pas dire tout ça sans que notre grand rabbin de France intervienne. Et je trouve que c'est parfaitement justifié ce qu'il a dit, et les réponses que Zemmour lui a apportées sont scandaleuses. Voilà. Ça, c'est pour répondre à ce monsieur qui... alors, ça a vraiment, c'est vraiment scandaleux ce qui se passe. Donc, moi, c'est pas ça que je voulais dire, c'est que vous êtes parti sur les Juifs hongrois, vous êtes parti sur la Shoah. C'était pas la question qui avait été posée par je ne sais pas qui, parce que de là, on voit pas bien. La question qui a été posée, c'est Mireille Knoll, Sarah Halimi, les enfants d'Ozar Hatorah, Ilan Halimi, voilà, je ne les ai pas tous cités, malheureusement, il y en a encore d'autres. Donc ces deux-là, je voudrais qu'on réponde à ça, c'est-à-dire cet antisémitisme qui tue aujourd'hui, qui tue en France, et plus en France qu'ailleurs dans d'autres pays d'Europe. Donc la question, elle était posée ainsi. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous répondiez à cette question. Si on peut répondre, absolument. Vous avez parfaitement raison, c'est la grande inquiétude des juifs français, des juifs européens aujourd'hui, parce qu'il y a une radicalisation, il y a un islamisme djihadiste dont l'objectif c'est de tuer les autres. Regardez les procès que nous avons de nos jours. Comment réagir? Moi-même, en tant qu'enseignant, j'ai dit peut-être par le biais de l'enseignement. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudra aussi que les médias, que toute une série d'associations, peut-être d'amitié judéo-noire, parce qu'il y a beaucoup de noirs musulmans, pas seulement chrétiens et juifs. Et dans les stations judéo-chrétiennes, on a beaucoup avancé en France, mais pas nécessairement en Europe de l'Est. Tout ce qui était sur le communisme, ils disent c'était mauvais. Mais tout ce qui était avant n'était pas bon. Donc on réédite maintenant toute une série de manuels d'avant. Mais pour revenir à votre question, effectivement, malheureusement, il faut se poser la question si on ne s'est réveillé pas trop tard. Peut-être qu'on aurait dû réagir plus tôt. Et ici, Michael vient de citer une amie très chère que vous avez connue, Edith Moscovitch. Elle nous racontait à la fin, la pauvre, elle a fait un travail extraordinaire, c'était un enfant caché. Elle allait dans les écoles pour témoigner. Et d'ailleurs, lorsqu'elle a eu la Légion d'honneur, 2 potes sont venus pour l'honorer. Je ferme la parenthèse. Mais à la fin, il nous disait, depuis 2-3 ans, ce n'est plus la même chose devant les enfants, ne réagissent plus comme avant. Maintenant, il y a un autre problème, ce que tu as dit, la concurrence mémorielle.
peut-être vous dites, mais on en a trop parlé des Juifs. Moi, je pense qu'on a de la Shoah. Moi, je pense au contraire qu'il faut encore parler. Mais peut-être qu'il y a autre chose. Elle a dû changer un peu son discours, parce que les enfants d'aujourd'hui, ce qu'ils entendent dans la radio, ce qu'ils entendent dans la télé, comme vous avez dit, maintenant, lâchons un peu de côté. Il y a d'autres mémoires, la mémoire noire notamment. Et là, ici, il y a beaucoup à faire. On a essayé de faire un diplôme laïcité république dans certaines universités. J'interviens là-dessus et je suis vraiment chaque fois frappé par le fait de la totale méconnaissance des enseignants concernant le problème du fait religieux. Voilà ce que je pouvais dire très rapidement. Peut-être que, je veux que quand j'écrivais la réparation, j'ai beaucoup travaillé et utilisé des textes sur ce qui se sont passés au Rwanda, au Cambodge, en Turquie, et avec le sentiment de retrouver exactement les mêmes paroles sur les vents, les mêmes modes opératoires, les mêmes mémoires, les mêmes silences, et que peut-être inscrire la mémoire de la Shoah dans cette mémoire du génocide de sens plus large, qui, celle du Cambodge, de la Rwanda, peut-être aiderait à cet enseignement, en tout cas à comprendre que c'est un crime universel. Effectivement, le mémorial de la Shoah, l'Union des étudiants juifs de France organise régulièrement une sensibilisation aux autres génocides du XXe. Évidemment, il y a une unicité à la Shoah, le nom, la nature, la méthode, mais bien évidemment, il y a eu d'abord le génocide arménien, même le massacre des héros, et plus près de nous, effectivement, les Khmers et le génocide rwandais. Cependant, pour rebondir sur ce propos, dans les universités françaises, où l'on voit effectivement les étudiants juifs de France se faire refouler comme à Paul Valéry il y a 2 ans, j'ai trouvé ça un petit peu gênant. Je suis Kader Lartoubol et j'interviens simplement vis-à-vis de Kolonchnek et Pollard pour une question qui me semble assez importante. On voit apparaître dans les universités américaines un mouvement qui s'appelle la cancel culture, et ce mouvement de cancel culture adresse tout à fait la problématique juive. Pas que, bien sûr, mais aussi la problématique juive. Aujourd'hui, il y a 80 ans, on sait ce qui s'est passé, on sait que les survivants et les témoins sont de plus en plus rares, on sait que d'ici 10 ans, il n'y aura plus personne pour pouvoir témoigner. Que faisons-nous, nous, ici et maintenant, pour lutter contre cette cancel culture, pour lutter contre cette concurrence victimaire qui est absolument dramatique quant à la reconnaissance de l'unicité de la Shoah? Que faisons-nous, nous, ici, entre ces murs? Est-ce que je peux répondre? Je voudrais dire ceci, moi qui suis une féministe de longue date, je suis une femme de gauche qui a toujours lutté contre les racismes de tout genre. Ce que je voudrais dire, c'est que je considère maintenant que ce que vous appelez la cancel culture est une forme de fascisme. C'est un fascisme de gauche, c'est un fascisme effrayant, en cela qui pose uniquement le problème où l'individu est ramené, même pas à son origine géographique, mais seulement à la couleur de la peau, et que les féministes aussi, les néo-féministes d'aujourd'hui, professent vraiment quelque chose de l'ordre du fascisme. Je vais vous dire quelque chose, par exemple, qui va vous étonner. Récemment à Genève, il y a une manifestation féministe qui défile avec des panneaux adressés aux hommes qui les regardent. Ne me regarde pas, ton regard est un viol. Voilà, donc nous sommes vraiment sur quelque chose pour moi qui s'apparente au fascisme, tant pour ce qui se nomme les colonialistes, les passés affreux, qu'on peut comprendre, qu'on peut défendre, et qu'on doit raconter, qu'on doit soutenir cette mémoire, les combats qui ont lieu, mais c'est vraiment, nous glissons sur la pente d'un politiquement correct qui est absolument effrayant. Oui, c'est une question, je crois, qui est assez complexe. Quand j'habitais à New York au début des années 80, c'était le début de ce qu'on appelait le politiquement correct, etc. Je crois qu'il y a beaucoup aussi de caricatures et d'excès, et évidemment, cette manifestation ridicule dont parle Pollard, d'autres manifestations de censure qui sont, à mon avis, insupportables, et on a tous des exemples
en tête. Je suis de cet universitaire américain noir spécialiste des classes sociales qui a été rejeté puisqu'il mettait en avant d'abord la pauvreté avant de mettre en avant la race, la couleur de la peau, et qui a été refusé d'un colloque il n'y a pas longtemps. Mais il y a des véritables problèmes qui sont d'accès à l'éducation, au logement, à la sécurité pour les minorités américaines, ou les minorités en général, dont j'avoue que ce débat aujourd'hui est comment faussé. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes évidents et que ce débat autour de la cancel culture permet d'évacuer de façon caricaturale des problèmes qui existent pour les blancs, pour les noirs, pour les pauvres, pour les juifs, pour tous ces étiquettes. La seule chose que moi je répondrais, c'est je suis une femme blanche, juive, bourgeoise. Quand j'écris, j'essaie d'échapper à cette identité. J'essaie de toujours être... je voudrais être moi-même, Colombe Schneck, comme Paula Jacques voudrait être Paula Jacques. Et puis toujours rattrapée par cette identité. Quand j'écris, j'essaye d'échapper à ma famille. J'en peux plus de ma famille, que l'histoire de ma famille, elle est dramatique. J'aimerais qu'on ne me ramène pas tout le temps à la Shoah, à la Bessarabie, à la Transylvanie, à la Lituanie. Je veux être moi-même, je veux être libre, je veux être indépendante de mon histoire, de cette identité qui est quand même dramatique. Je ne veux pas être une victime. Et pourtant, quand j'écris, quand je travaille, je suis toujours ramenée. Et je crois que ce débat aujourd'hui autour de la cancel culture, c'est aussi ce débat-là. On veut être libre, on veut qu'on ne vous regarde plus comme blanc, comme noir, comme femme, comme homosexuel, etc. Mais on est finalement toujours ramené à d'où on vient, d'où on est, à ces particularités. Et je crois qu'il ne faut pas rejeter en bloc sous le nom de fascisme, ces quêtes d'identité. Elles sont aussi nécessaires. Elles sont nécessaires pour pouvoir s'en échapper. Moi, je suis absolument pas d'accord avec toi. Oh, mais c'est pas grave, je t'en prie. Mais je crois que la conversation est nécessaire. Je pense que les cas extrêmement importants, et c'est ça le problème de la censure qu'il y a dans le débat. Mais non, juste terminer là-dessus. Juste un mot. Je vais vous terminer, Paula, je finis ma phrase. C'est le problème de la conversation. Je trouve que c'est extrêmement nécessaire d'avoir des gens qui ne sont pas d'accord, qui discutent entre eux. Paula n'est pas d'accord avec moi, je trouve ça formidable. Et la censure fait qu'il y a ce débat n'est plus possible. Écoute, tant les féministes d'aujourd'hui que les colonialistes, ils font complètement table rase du passé. C'est comme le féminisme n'avait pas existé, elle défraye un terrain complètement inconnu. Et pour les gens des colonialistes, il n'y a pas eu de combat pour la libération des Noirs, etc. Ce que je voudrais dire, le danger qui nous guette aussi. Ce petit bouquin que j'ai écrit, La Pupère, qui marche très bien, mon éditeur m'a dit, ton livre va être traduit partout, sauf aux États-Unis, à cause des problèmes d'appropriation culturelle. Voilà. Donc, je n'ai absolument pas le droit de parler de l'esclavage au XVIIIe siècle aux États-Unis parce que je suis blanche. J'aimerais revenir un peu en arrière par rapport à l'éducation. Le malaise que ressentait Edith Moscovici avec les... Oui, je voulais revenir sur cette impression qu'elle a eue au cours des ans, modification des enfants. Moi-même, je l'ai connue en tant qu'enseignante des sciences naturelles dans un collège, où au début, je recevais les dragées des enfants catholiques lorsqu'ils faisaient leur communion, puis ça a été les gâteaux de l'Aïd, et cette évolution, on l'a tous connue. Et il y a quelque temps, on a présenté ici une remarquable revue juive d'Occitanie. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai pensé que cette revue pouvait être un outil remarquable pour l'ignorance de la plupart des enseignants et qu'il est difficile d'enseigner la Shoah à un élève au 3e lorsqu'il n'a pas su qu'il y a eu un peuplement juif dans tous les pays d'Europe et qu'il y a un travail à faire au niveau de cette connaissance de l'histoire juive en continu. Et on parachute ça à un gamin de 14-15 ans, d'un seul coup la Shoah, il comprend bien, il a un rejet. Voilà.
Effectivement, je voudrais rebondir, puisque je suis à l'origine, avec Roger Bergman, aussi de cette revue sur les Juifs d'Occitanie, où on a voulu montrer l'enracinement ancien du monde juif dans l'Hexagone, et a fortiori en Languedoc et Midi-Pyrénées. Souvent, en France, on a deux prismes pour appréhender le représentant de la loi mosaïque, Israël et la Shoah. La Shoah et Israël. Normalement, il y a eu une présence ancienne. Au Moyen-Âge, les Juifs ont été dépositaires d'un sabre. Ils ont ensemencé les régions qu'ils ont rencontrées, le Talmud, Kabbale, philosophie, médecine. Et ça, ce travail en amont, il faut espérer qu'il soit fait en préambule à l'histoire de la Shoah. C'est ce que fait l'Institut Yad Vashem de Jérusalem. On remonte très haut dans le temps pour montrer comment on a pu arriver de temps faste à des temps de crispation, pour reprendre les termes de Daniel. Donc, sachez que ce remarquable ouvrage Juif d'Occitanie, pour lequel la ville, la région ont participé, Midi Libre et la CIM, est diffusé grâce à la région Occitanie dans les collèges et lycées, en espérant effectivement que ce soit une nouvelle porte d'accès à la perception du monde juif. Cette question d'éducation, elle est très intéressante parce que j'ai été un enfant il y a très longtemps j'ai mis très longtemps à être capable d'entendre l'histoire de ma famille. Je ne voulais pas l'entendre, j'avais trop peur que sa voix puisse noircir ma vie depuis. Et je me souviens quand j'ai été prête enfin à entendre, je suis allée voir une de mes grandes-tantes qui habite à Jérusalem, et elle m'a dit: si tu veux que je te raconte ce qui s'est passé pour le sort de notre famille pendant la guerre, il faut d'abord que je te raconte ce qui s'est passé avant. Il faut que je te raconte aussi le caviar d'aubergine et les chants et les souvenirs heureux d'avant la guerre. Et donc ça rejoint ce que vous disiez sur les Juifs occitaniens, c'est qu'on ne peut pas réduire l'histoire des Juifs ashkénazes à la Shoah, ça serait terrifiant. Il faut raconter la joie avant. Alors, une dernière question, parce qu'on est pris par le temps. Deux dernières questions. Excusez-moi, c'est pas francophone. Plus fort. Plutôt anglophone, et en deuxième place, francophone. Donc, moi, je pense qu'il y a une idéalisation. Je pense qu'il y a une idéalisation de rapport aux États-Unis, au moins, mais aussi ailleurs, entre les Noirs et les Juifs dans les grandes villes américaines. C'est-à-dire que je ne dis pas que ces exemples que vous avez cités, partageant le même bâtiment, etc., de même classe sociale, ou de présence dans les mouvements de droit civil, les Juifs sont impliqués. C'est vrai, mais les grandes masses de population ne sont pas impliquées. Et ce qu'on voit, c'est plutôt la population juive dans les grandes villes, où ils sont plus maintenant, mais dans les grandes villes, ils fuient la présence des Noirs qui viennent dans les quartiers, parfois des très grands quartiers, dans les villes américaines. Et pourquoi? D'une façon, les Juifs montent plus rapidement dans le cadre des villes américaines, ils reproduisent moins que les autres blancs. Et donc, il y a l'espace là pour les Noirs d'entrer dans le quartier. Mais si, et plutôt que les autres, pourquoi est-ce que les Noirs choisissent surtout les quartiers juifs? Parce qu'il y a des places. Mais aussi, ils savent que si on entre dans le quartier juif, il n'y aura pas une agression physique contre eux. Les Juifs sont trop tolérants. Ils ne vont pas casser les fenêtres dans les maisons. Ils ne vont pas agresser les Noirs dans la rue, les filles, les poissons. Ils vont partir. Et c'est exactement ce qui arrive. Ils partent. Ils partent vers les banlieues et parfois en laissant une mémoire très positive de leur attitude vers les Noirs. Puisqu'on connaît le peuple yiddish, c'est les Schwarze. Les Schwarze viennent. Et donc, les Noirs viennent. Et donc ils partent aussi loin que possible pour ne pas partager ces immeubles-là dans le quartier, pour ne pas être ensemble avec les Noirs, parce qu'ils ont une certaine péjorative, de toute façon, une certaine attitude très négative envers les Noirs. Et donc, ils vont construire dans ces banlieues résidentielles le même genre de mesures
de discrimination contre les Noirs que les autres Blancs ont pratiqué contre les Juifs. Et donc il y a une répétition de ça civil comme ça, de civil dans le cadre négatif de la société américaine encore. Donc je crois qu'il ne faut pas utiliser une idée d'amitié, noirs, blancs, etc., comme chrétiens juifs, qui soutiennent tout ça, qui sont appliqués tout ça. Il y a une perspective sociologique vraiment à présenter. Merci beaucoup. On va prendre peut-être une dernière question et on va conclure parce qu'on est en retard. Merci, très rapidement. Je m'appelle Jean-Luc Quintet. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Madame Schneck, ce qu'a dit Madame Jacques. Je pense que ce sont deux choses qui sont tout à fait opposées. Vous êtes en train de dire, Madame Schneck, que vous essayez, malgré le fait qu'on vous ramène toujours à cette histoire, à cette famille, à cette forme, je mets des guillemets, de victimisation. Et ce qu'indiquait Mme Jacques avec la manifestation des féministes suisses, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire ce qui se passe dans la counterculture américaine, dans ces universités, à partir du moment où on se définit, comme elle le disait, par déjà homme, hétérosexuel, blanc, quinquagénaire, à partir de ça, on n'a même pas le droit de se défendre ni de parler, on est un tortionnaire. Aller à l'encontre de femmes, à l'encontre de transgenres, à l'encontre d'homosexuels, à l'encontre de noirs. Et c'est une forme de fascisme. Parce qu'à partir du moment où on vous interdit de parler, on vous interdit d'avoir des idées positives, c'est une véritable forme de fascisme. Et on ne peut pas justifier ces positions que je considère fascistes sur le fait de dire que tout le monde a le droit de s'exprimer. Ce qui est le cas en raison notamment de la Constitution américaine. Donc je ne pense pas qu'on puisse tout dire et laisser tout dire. Merci. Je voudrais juste faire une remarque, c'est que les Juifs, vous êtes en train de le prouver, sont vraiment très réactifs. Et par exemple, quand un extrémiste noir comme Jeffries attaque les Blancs, les Asiatiques et les Juifs, on oublie, et ce sont les Juifs qui sont mis en avant, et ça masque complètement le vrai problème. Le vrai problème, c'est un problème noir-blanc, et il faut malgré tout pas oublier qu'aux États-Unis, les Juifs sont blancs. Et il faudrait nuancer, certainement nuancer, quand les gens ne donnent pas la parole, disent un vieux blanc n'a pas la parole et un jeune noir, c'est lui qui doit parler. Et alors, ça n'est pas du fascisme. Il y a un fond derrière ça. Il faut voir que dans la société, un jeune noir n'est pas traité comme un vieux blanc. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Merci. Dernière remarque, Oui, simplement une remarque. Je voudrais me déplacer un petit peu, c'est ma spécialité, par rapport à ces enjeux très passionnés, et à juste titre, pour dire que ça a été soulevé, effectivement, ce qui est important, c'est de parler de l'histoire des Juifs avant la catastrophe, de tous leurs apports, de leur existence, pas seulement il y a très longtemps au Moyen-Âge, mais à toutes les époques et partout. Or, qu'est-ce qui se passe? On a un problème historiographique qui explique d'ailleurs, à mon avis, que les enseignants sont très peu préparés à ça. On a un problème historiographique très lourd qui fait qu'il y a beaucoup d'historiens qui ont travaillé sur toutes les vies juives, à toutes les époques et dans tous les lieux. Mais l'histoire des Juifs est une histoire à part, faite par les Juifs, la plupart du temps d'ailleurs, les historiens juifs, et pour le reste de l'histoire, c'est l'histoire. Mais l'histoire des Juifs n'est pas intégrée, en fait, dans cette histoire générale que l'on a. On en a effectivement parlé. On parle du Moyen-Âge, parce qu'il y a une absence de Juifs du Moyen-Âge à la Révolution française pour la France, et que l'histoire du Moyen-Âge, l'histoire des Juifs au Moyen-Âge en Occitanie, était méconnue, et qu'elle est aussi glorieuse que celle des Juifs de Sfarad, de la Vallée rhénane ou d'Ashkenaz.
Voilà, Juste Charles. un dernier mot, il ne faut pas tomber non plus dans la simplification. Quand on dit les juifs, il y a des juifs qui n'aiment pas les noirs, c'est vrai, qui sont racistes. Et il y a des juifs, eux, qui militent pour les droits civiques des noirs. Il y a des noirs qui ne haïssent pas les juifs. Il y a des noirs qui considèrent que les juifs sont blancs. Et circonstance aggravante, en plus d'être blancs, ils sont juifs. Mais on ne peut pas enfermer dans une étiquette l'ensemble des juifs d'une part et l'ensemble des noirs d'autre part. Ce sera le mot de la fin. Pour lequel on de l'extrême qualité de ce débat, de ces interventions. Merci beaucoup à tous les cas, c'était remarquable. Les auteurs sont invités à aller dans le hall pour continuer à signer leurs ouvrages pendant qu'on installe la table ronde suivante avec comme thème intellectuels et femmes dans le judaïsme. Non, c'est-à-dire oui, franchement, tu as été mon élève. Voilà, la petite génération, la nouvelle, ça va. J'ai vu les photos du côté des dents. Ah oui, on s'est réjoui avec ça. Bon, après, c'est des sujets... On essaie le PowerPoint. Et moi, je me sens l'histoire de l'autre. Voilà.